À vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempach. Bonjour, je suis Véronique Vavre et aujourd'hui je suis accompagnée de Jean-Nicolas Pradervant de l'antenne régionale valaisanne. Jean-Nicolas, tu es en charge du projet Engoulevent pour la Suisse et particulièrement pour le Valais. On sait très peu de choses finalement sur cet oiseau, on apprend tous les jours, il y a des nouvelles études qui se font et on améliore notre connaissance. Rien que le nom est incroyable, Engoulevent en français. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient ce nom ? Alors oui, c'est une espèce qui est assez particulière, très mystérieuse. Et puis son nom, Engoulevent, engouler, ça veut dire avaler, donc Engoulevent qui avale le vent. C'est lié en fait à une de ces techniques de chasse qui consiste à voler un petit peu comme les martinets le font, et puis à gober au passage les insectes qu'ils pourraient croiser. Je dis une des techniques de chasse parce qu'en fait, c'est un oiseau qui chasse aussi beaucoup à la façon des gobe-mouches, soit posé au sol, soit perché sur une structure, et puis qui va attraper des papillons de nuit qui passent à sa portée. Dans d'autres langues, en latin, en italien, en allemand, le nom fait référence aux chèvres, têteurs de chèvre ou suceurs de chèvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors ça c'est un lourd fardeau que l'engoulevent traîne depuis très très longtemps parce que Pline l'Ancien, donc dans l'Antiquité, disait déjà des engoulevents qu'ils pénétraient dans les étables pour aller sucer le lait des chèvres. L'anecdote d'ailleurs, c'est qu'ensuite ça tarissait les mamelles des chèvres, donc c'était vraiment une bête qui était presque un petit peu maléfique, hein. Donc la vérité a mis très longtemps à revenir. Et puis c'est, sauf erreur, un naturaliste anglais qui beaucoup plus tard a remarqué qu'en fait les engoulevents, en l'occurrence pour des espèces d'Amérique du Sud, restaient beaucoup avec le bétail parce qu'ils se nourrissaient tout bêtement des insectes qui tournaient autour du bétail. Comme c'est des oiseaux qui se posent beaucoup au sol, forcément, eh bien on a un oiseau qui est au sol et puis qui tout d'un coup va sauter, s'envoler, attraper une mouche, un papillon ou autre, et ça à côté des chèvres ou du bétail, et c'est de là que vient son nom. Donc il était vraiment associé à ces pâturages à chèvres et associé de façon assez négative. Il y a encore un autre nom qu'on lui donne, c'est l'hirondelle de nuit. Aussi en anglais, ça se rapproche plutôt de ça. Alors effectivement, l'hirondelle de nuit, ça vient de sa morphologie parce que c'est un oiseau qui a des tout petites pattes, comme les hirondelles ou les martinets, des très grandes ailes, de nouveau, hein, comme les hirondelles et les martinets, et un tout petit bec. Par contre, un tout petit bec, mais une énorme bouche. Donc c'est assez étrange quand on voit un engoulevent qui ouvre le bec justement pour avaler une proie, et ben on a ce tout petit bec qui s'ouvre et puis les commissures de la bouche vont très très loin et il ouvre une bouche qui est gigantesque. Il peut gober des sphinx qui font une taille quand même assez conséquente. Autre capacité incroyable, le camouflage. Oui, alors comme c'est un oiseau qui vit au sol, beaucoup, qui va nicher au sol, il a un camouflage qui est quasiment parfait, un mimétisme total, et puis c'est un oiseau qui ne s'envole pas forcément, donc vous pouvez passer mais quasiment à côté sans qu'il s'envole si il est sûr de son camouflage et qu'il voit que vous ne l'avez pas repéré, il va rester caché, ce qui fait que l'engoulevent est très difficile à voir. Donc on dirait un bout de bois, c'est ça ? On dirait vraiment un bout de bois, et il va privilégier d'ailleurs les zones justement avec beaucoup de bois mort au sol pour se poser. Par contre, ils deviennent actifs dès que le crépuscule arrive. Et puis là, si on est dans les bons endroits, on va le voir chanter et s'envoler et chasser. Donc c'est vraiment à la tombée de la nuit qu'on a le plus de chances de voir cet oiseau. Il fait un cri spécifique et il s'envole, c'est ça ? L'engoulevent fait une sorte de ronronnement. Ça ressemble un peu presque au bruit d'un vélomoteur. C'est un petit peu étrange comme chant. Sinon, il a un cri assez aigu qui va pousser quand il est au vol. Et puis, particularité de cet oiseau, c'est que pendant sa parade nuptiale, il va faire claquer ses ailes. Donc pendant qu'il vole et qu'il survole son territoire, il va remonter les ailes extrêmement rapidement pour les faire claquer au-dessus de sa tête. Et ça fait vraiment des claquements assez surprenants et assez forts. L'engoulevent est un oiseau migrateur. Où va-t-il ? Oui, alors c'est un grand voyageur. C'est un oiseau qui va passer la Méditerranée, passer le Sahara, passer même les forêts équatoriales pour aller hiverner du côté de la République démocratique du Congo, par exemple. Donc, en tout cas au sud de la forêt équatoriale. En Europe, on le retrouve dans des habitats très variés. Oui, effectivement, donc on le retrouve depuis le pourtour méditerranéen. On a des grosses populations Espagne, sud de la France. D'ailleurs, souvent, quand on pense à l'engoulevent, on pense à un oiseau méditerranéen.
Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est un oiseau qui va monter jusqu'en Scandinavie et puis qui va partir très très loin à l'est parce qu'on le trouve jusqu'en Mongolie. Donc il a une distribution qui est vraiment très très large. C'est grâce au fait qu'il arrive à se mettre en torpeur, c'est un phénomène un petit peu étrange, où en fait il ralentit son métabolisme. C'est grâce à cette torpeur qu'il peut justement subsister dans des zones qui sont climatiquement un petit peu plus compliquées, comme notamment en Scandinavie. Donc il se sent bien, aussi bien dans des endroits plutôt chauds et secs que plutôt froids. Après, on retrouve des similarités en termes d'habitat, tout en sachant qu'en Scandinavie, on peut avoir des climats qui peuvent être continentaux avec donc des températures assez élevées. Mais justement, il est capable de gérer des conditions climatiques assez particulières. Et du reste, chez nous, on le trouve jusqu'à 1600 mètres, 1700 mètres d'altitude, où au mois de mai, on peut avoir des températures qui sont vraiment fraîches. Donc quand est-ce qu'il revient par chez nous ? Alors, il va revenir généralement dans le courant du mois de mai. On a très peu d'activité avant le mois de mai. Et puis, alors c'est pas exclu que des oiseaux soient là un tout petit peu avant, mais en règle générale, le mois de mai. Et puis, ils partent entre fin août et mi-septembre pour la plupart. Après, de nouveau, voilà, c'est pas exclu que certains oiseaux qui venons de plus loin, plus au nord, soient présents un peu plus tard chez nous. On a des oiseaux qui sont encore signalés en octobre, mais ça reste plutôt rare. Qu'est-ce que recherche l'engoulevent en Suisse ? Où est-ce qu'on peut le voir ? De quoi a-t-il besoin pour se sentir bien ? Donc l'engoulevent, c'est un habitant des forêts très ouvertes. Les habitats qu'il utilise en Valais sont des chênaies ou des pinèdes qui sont justement entrecoupés de clairières. Et c'est vraiment la particularité de cet oiseau, c'est qu'il a besoin de zones forestières mais très ouvertes. Et puis souvent ces zones, c'est soit des zones où tellement séchardes en fait que la forêt n'arrive pas à s'installer, ou alors c'est des zones où on a eu des feux de forêt, des avalanches. Et puis ces habitats-là sont plébiscités par l'engoulevent jusqu'à ce que la végétation reprenne, que le milieu se referme trop. Et puis là, petit à petit, ces sites sont de nouveau abandonnés au profit d'autres zones, pour peu qu'il y en ait. D'accord. L'engoulevent est sur la liste rouge. Combien est-ce qu'on peut trouver encore d'individus en Suisse ? Les derniers résultats de l'Atlas, on parle de 40 à 50 couples. Récemment, on a revu ces chiffres un petit peu à la hausse, plutôt du côté de 50 à 60 couples. Mais c'est vrai que l'engoulevent était un oiseau qui était bien répandu en Suisse. On le trouvait sur tout le pied du Jura, le long de la rive sud, dans toute la plaine du Rhône. Et puis, ses effectifs ont fortement diminué. Donc maintenant, il est absent de tout le Jura, disparu du bassin genevois. Et puis, on le trouve même plus aux coudes du Rhône. Les engoulevents maintenant se restreignent à une zone entre Sierre et Viège en Valais. Et puis quelques sites au Tessin et au Grison. Qu'est-ce qui explique sa disparition en Suisse ? Alors on s'est beaucoup posé de questions parce que ça fait plus d'une trentaine d'années que la station ornithologique suisse fait des mesures en faveur de l'engoulevent. Des mesures qui ont un succès parfois un peu mitigé. On a beaucoup de peine à expliquer son déclin. C'est pour ça qu'on a lancé récemment des études un petit peu plus poussées sur cet oiseau pour essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui, justement, faisaient qu'il disparaissait de ces sites. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que, outre les forêts, qui doivent être des forêts clairsemées, donc avec des clairières et puis toute une structure particulière, l'engoulevent a aussi besoin de zones annexes pour chasser. Et les oiseaux, en fait, vont nicher dans ces forêts semi-ouvertes, mais aller chasser parfois jusqu'à 2 km des sites où ils nichent. Et ils ont besoin, justement, de prairies riches en insectes et en papillons de nuit pour aller chasser. Et c'est probablement la disparition de ces prairies qui font que les sites de nidification sont devenus moins attrayants et ont été petit à petit abandonnés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vient d'apprendre, que ces engoulevents ont besoin d'une zone de chasse beaucoup plus grande que ce qu'on croyait. Comment est-ce qu'on a arrivé à comprendre ça ? Alors des études ont été menées déjà il y a peut-être une petite dizaine d'années en Angleterre et en Belgique pour essayer de comprendre les déplacements de ces oiseaux. Des études qui ont d'abord été faites au moyen de petits émetteurs radio. C'est compliqué, il faut trianguler l'individu de nuit quand on ne le voit pas, c'est toujours un peu compliqué à faire. Récemment maintenant, on a des GPS miniatures qu'on peut poser sur les oiseaux. Et puis, en voyant les résultats de ces études,
on s'est posé la question si nos oiseaux, qui sont dans un contexte différent, puisqu'on est dans des vallées alpines qui sont quand même beaucoup plus fermées, on n'est pas dans des zones ouvertes de landes ou des plantations de pins comme on pourrait avoir en Angleterre ou en Belgique. Donc on s'est posé la question si les oiseaux de chez nous avaient ce même type de comportement. Donc on a décidé de démarrer une étude avec un spécialiste belge. Il est venu chez nous pendant 2 années de suite. Et puis, il a équipé des engoulevents avec des GPS pour nous permettre de comprendre leur utilisation de l'habitat. Et puis là, on a pu remarquer que, effectivement, ils ont le même type de comportement de chasse que des oiseaux plus au nord en Europe. Donc, ils ont besoin de ces habitats complémentaires pour nicher. Et puis, les petites anecdotes alors un peu plus helvétiques, c'est que justement, ces habitats complémentaires, ça peut aussi être des zones alpines. Donc on a des oiseaux qui se sont retrouvés tout d'un coup à chasser dans des pierriers alpins à 2800 mètres d'altitude, ou alors des oiseaux qui, pendant probablement la recherche de zones favorables, passaient tout d'un coup un col à 3000 mètres pour redescendre dans la vallée derrière. Donc une mobilité qui est très étonnante. Grâce à ces nouvelles technologies de GPS, le projet a pu en fait suivre 42 individus, c'est bien ça ? Oui. Alors avec ces GPS miniatures, on a effectivement pu équiper plus d'une quarantaine d'individus. Certains ont pu être suivis même 2 années de suite. Et c'est vrai que ça nous donne une vision complètement dingue de l'utilisation de l'habitat en Valais pour cet oiseau, sachant qu'on parle là donc de 42 individus suivis, alors qu'on connaissait de l'ordre d'une quarantaine de territoires en Valais. Donc on a pu équiper plus d'oiseaux que ce qu'on connaissait de territoires en Valais. Grâce à ça, vous avez pu trouver des nouvelles populations en fait, d'engoulevents. Alors oui, déjà, ce qu'on a pu voir, c'est que les engoulevents, on pensait qu'ils étaient vraiment restreints à leur zone de nidification. On a pu voir avec ces GPS qu'ils allaient chasser sur des prairies à distance. Et puis on a pu voir qu'il y avait des mélanges entre les populations, puisqu'on a des individus qui étaient équipés de GPS du côté de Visp, qui tout d'un coup allaient se balader dans les Hauts-de-Sierre, par exemple. En fait, la population valaisanne, c'est plusieurs petites populations, mais il y a vraiment des échanges qui se font de façon régulière. Et puis un individu a vraiment fait tous les sites de nidification qu'on connaissait. Et puis il s'est aussi arrêté dans d'autres endroits qu'on ne connaissait pas, ou alors où on pensait qu'il y avait peut-être 1 ou 2 individus, mais sans être vraiment sûr. En allant inspecter un petit peu ces sites, on a trouvé une population de 6 à 8 mâles chanteurs. Donc quelque chose d'assez conséquent, hein, parce qu'on parlait de 40 à 50 chanteurs, et là on en rajoute quasiment 8. Donc ça nous a permis de trouver une nouvelle grosse population en Valais, ce qui est très réjouissant, parce qu'on ne la connaissait pas en fait. Qu'est-ce que ça change pour toi, pour ton travail, ces nouvelles techniques de recherche, c'est toutes ces nouvelles choses qu'on a apprises récemment? Sans ces techniques, c'est vrai qu'on serait resté assez ignorant en fait par rapport au comportement de l'espèce, d'autant plus que, comme je le disais, on est dans des conditions un petit peu particulières, on est dans des vallées alpines, donc c'était difficile pour nous de se dire oui, ils auront les mêmes comportements que des individus en Belgique ou bien en Angleterre. Donc ça, ces méthodes, elles ont vraiment amené une connaissance fine de l'espèce et puis une connaissance des sites qu'ils utilisent, c'est-à-dire qu'on sait même sur quelle parcelle agricole ou sur quelle parcelle de vigne les engoulevents vont chasser. Donc pour la conservation, on a vraiment ensuite une finesse dans les mesures qu'on peut proposer qui est très élevée, parce qu'on peut dire non, mais par exemple, dans cette zone ici, c'est les parcelles X, Y et Z qui sont extrêmement importantes et qu'il faut absolument préserver en l'état. Ou alors on peut justement dire, ok, ces parcelles sont importantes, on va faire des mesures autour pour essayer d'agrandir la surface favorable. Est-ce que ça aide dans ton contact avec tous les acteurs qui sont impliqués dans ces mesures de conservation ? Alors c'est clair qu'un projet comme ça, quand on arrive avec des données aussi précises et aussi fines, on a du coup une écoute qui est aussi beaucoup plus importante. Et puis, ça nous a permis de détailler vraiment l'utilisation de l'habitat de l'engoulevent par ces travaux avec des GPS, mais aussi par d'autres travaux de master qui ont travaillé sur l'habitat vraiment, ou alors sur la nourriture, sur les papillons de nuit. Et puis maintenant, on peut arriver avec ces études-là, des choses très concrètes, donc pas seulement une étude, mais des cartes précises. On va au canton et on leur dit, voilà, ça c'est les zones où ils nichent qui sont de haute importance à préserver. Ça, c'est les zones où les engoulevents chassent et où il ne faut absolument pas que les habitats soient détériorés. Est-ce que tu as des bons espoirs que les effectifs s'améliorent ? Oui, j'espère, forcément. On essaie déjà maintenant, avec les mesures qu'on va mettre en place, on va déjà essayer de stopper l'érosion des effectifs. Et puis, dans un deuxième temps, il va falloir effectivement arriver à faire réaugmenter ces populations. Maintenant, il y a un facteur qui est un petit peu critique, c'est que les engoulevents utilisent, comme je vous dis, des zones avec où il y a des catastrophes naturelles.
On parle de feux de forêt, on parle de zones d'avalanche. Et puis maintenant, on est quand même dans une période où on a un contrôle quasi total là-dessus et les feux de forêt deviennent extrêmement rares. Les zones où on a des avalanches qui descendent, on va dire, relativement bas et qui pourraient affecter des forêts entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, ça devient aussi extrêmement rare. Tant mieux pour la population, bien sûr, parce que c'est des risques qui sont importants. Mais pour ces oiseaux qui ont besoin de cette dynamique-là, on doit trouver d'autres solutions. Toi, c'est quoi qui te plaît quand tu travailles pour l'Angoulevent ? D'être dehors le soir dans ces forêts avec ce ballet des mâles qui chantent, claquent des ailes comme ça, on se dit qu'on a vraiment une chance incroyable de travailler sur une espèce qui est mythique. Merci de nous avoir éclairés sur la vie secrète de l'Angoulevent et bonne chance pour les recherches à venir. Retrouvez-nous sur Internet pour plus d'informations. www.fogelwarte.ch/Angoulevent. Vous avez écouté À vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempach.